fait que ce manoir et les dépendances, au fur et à mesure du temps, étaient devenus un corps de ferme. Donc les bâtiments qui sont autour de la cour sont essentiellement du 19e. Donc là, pendant 4 ans, il y a d'énormes travaux qui vont se mener. Alors principalement la partie angle, afin d'aménager la partie misénaire. Et donc on va ouvrir en juillet 93. Et au fur et à mesure, toutes les salles vont être occupées. Donc le bâtiment avec le colombage va accueillir dans un premier temps que du matériel agricole ancien et d'autres corps de métier. Ensuite, le manoir, le rez-de-chaussée, salle d'exposition temporaire. Donc là, on a de la photo. Précédemment, on avait des vieilles photos qui avaient été prises par un monsieur né à Blangy qui s'appelait Émile Fréchon. Et donc à l'époque, ces cloches servaient donc à réveiller le personnel habitant dans la cité ouvrière. Et à l'origine, quand on l'a fixé sur le mur, on devait s'en servir pour sonner les horaires des visites guidées. Seconde Guerre mondiale, il faut relancer l'industrie, plan Marshall. Des usines vont sauter le pas et se lancer dans l'automatique. Genre la verrie vont énormément se développer. Sauf que les petites verries, genre Roménil, Nallandes et autres, vont rester en semi-automatique. Donc automatiquement, ils vont avoir du mal à suivre. Et comme il y a de plus en plus de demandes au niveau des productions, les moyens techniques actuels permettent justement de pouvoir, le cas de Pochy-le-Corval, par jour, ils arrivent à produire quasiment 1 million de flacons. On va surtout parler des fanfares ouvrières qui vont être mises en place. Et on a un exemple concret, c'est la verrie de Grande-Vallée, qui a fermé en 1931. Et cette entreprise, dans les années 1880, appartient à un monsieur qui s'appelle Emery et qui officialise la création de la fanfare ouvrière. Les lois Ferry interviennent, à partir de ce moment-là, elle devient gratuite, laïque, mais malheureusement pas forcément obligatoire. Ce qui fait que les patrons vont continuer à profiter de ce système en contournant les lois et on continue à exploiter les enfants. Par contre, on a 2 verries de la région qui vont vraiment jouer le jeu de créer une école, la verrie de Roménil et une autre malheureusement qui a fermé dans les années 30, la verrie de Varentré. Alors ensuite, un autre lieu très symbolique, l'église. Alors la position centrale par rapport aux 5 maisons, c'est volontaire parce que généralement les églises sont en plein cœur des villes et villages. Tout gravite autour et le monde patronal au 19e est très religieux. Donc ils incitaient les salariés à se rendre à l'église pour pratiquer le culte. À partir de là, les enfants ont également l'éducation religieuse. Mais pareil, en grattant un tout petit peu l'histoire, on va s'apercevoir que certains curés ou abbés de l'époque vont avoir un rôle très controversiel par rapport à l'exploitation des enfants dans l'industrie, dont le verre. Là, bien entendu, qui dit église, dit café, donc les estaminets. Proximité de l'église, pas anodin, parce que généralement on a des cafés soit à côté, soit en face. Là, vous avez le cœur de l'église de Blangy, il y a à peu près 20 ans, il y avait un café à chaque angle. Et donc la légende veut que les messieurs étaient à l'église avec les enfants, pendant que les dames étaient au bar. Et donc le comptoir qui est devant la tenancière de bar, c'est celui qui est à l'accueil du musée, où tout à l'heure votre responsable a pris les billets d'entrée. C'est en réalité un pétrin de boulanger, transformé en comptoir de bar pour la photo. Dernier lieu, ici, les commerces, les petites épiceries. Alors, on en avait dans le village, et certains patrons d'usine mettent en place les économas. Alors, sauf que l'épicerie patronale est un tout petit peu plus chère généralement que celle du village. Le salarié est coincé, il doit aller chez le patron. Donc ça lui récupère le salaire. Et ça va être aussi un moyen de contrôler l'alcoolisme, alors aussi bien chez les adultes comme chez les enfants. Voilà. Et ils ont passé également un concours via le Greta, pour un accord, une convention via le Greta et la société d'essence Lamers pour former des personnes au métier de conducteur de machines automatiques. Et sinon après, quand vous voulez apprendre le métier, c'est pas forcément dans la région. Et je crois que la première session, ça devait être en 68 ou 69. Et à partir de là, maintenant, ils ont un centre de formation et ils sont reconnus comme école nationale aux arts derniers. Et après, on a un deuxième lycée qui est à Sarrebourg, qui a exactement la même formation, donc CAP de Verrières-la-Main, brevet des métiers d'art, DMA. Ce qui est en rouge, c'est une plateforme qui est en bois, qu'on peut également avoir en plâtre. Une fois qu'on a mis cette plateforme, on va presser pour bien marquer l'empreinte. Le sable a durci, on enlève, on ferme le châssis, et là on aura 2 cheminées.
Et vous voyez, c'est des photos récentes. Donc le croquis permet de comprendre. On a une cheminée où on coule la fonte en fusion et un aimant qui permettra à l'air de ressortir. Puis l'étau, tous les outils à disposition. On va installer une brute. Alors là, je vous en montre un morceau moderne. Il faut imaginer qu'il y a une cavité. C'est installé dans l'étau. Et avec ces outils, il vient sculpter en négatif la forme ainsi que tous les détails. Donc si on reprend les abeilles, on les sculpte à l'envers. Puisqu'il faut les retrouver en positif sur le verre. Ah oui. Ouais. Et la difficulté pour ce flacon Guerlain, c'est comme pour le moule avec le gendarme, il est fait en 3 morceaux. Donc il faut imaginer que par endroit, on aura des abeilles coupées en 2. Au moment où on va monter le moule, tout doit être raccord. Alors pourquoi on va parler des potiers? C'est que eux vont préparer un matériau qui est très important, qui est la terre réfractaire. Et il faut imaginer qu'au tout départ, les fours de verrine étaient faits qu'avec de l'argile. Donc l'argile, on l'a trouvée dans la région, près de Gournay-en-Bresse, 500 la poterie et Rieux d'Amboise. Et fin 19e, on a un petit ingénieur français qui va faire ajouter de l'alumine, c'est de la bauxite. Les baux de Provence, les fameuses baux rouges, voilà à quoi ça sert. Donc on va ajouter l'alumine, de l'eau, et l'ouvrier qui est dans son bac, le fouleur, mélanger le tout au pied. Donc pour obtenir ce résultat, à l'heure actuelle, le mélange, c'est ce qu'on a sur le tableau, donc c'est un mélange qui est fait à base de sable, de la silice. On aura de la soude, de la chaux, du nitrate de soude et du borax, c'est de l'acide borique. Au niveau des quantités, c'est en moyenne 70% de sable pour 30% des 4 autres. Alors pourquoi le sable, c'est la matière la plus importante? C'est que c'est l'élément vitrifiant. Sans sable, pas de verre. Les autres matériaux, ce sont des fondants, des affinants, des stabilisants. Le sable qu'on travaille à l'heure actuelle a une particularité, une des plus locales, c'est ce sable blanc, qui arrive directement de la région parisienne. Région Nemours, Fontainebleau, Milly-la-Forêt. Et pourquoi ce sable? C'est que si on vient le chauffer en permanence entre 1500 et 1800 degrés, sans mettre les autres matériaux, on aurait directement ce verre incolore. Mais on aurait une forte consommation énergétique et pas forcément la même souplesse de travail. Là, vous avez la scène traditionnelle du souffleur de verre tel qu'on l'a voyé autrefois. Donc le souffleur, chef de poste, un enfant. Il faut imaginer que ces enfants, parfois, représentaient la moitié du personnel de l'usine, et les plus jeunes n'étaient âgés que de 6 ans. Le travail de ces enfants, dans un premier temps, c'est d'ouvrir le moule en bois, lui arriver avec la canne du verre à plus de 1000 degrés au bout, qu'il va devoir introduire. Et il faut imaginer que les 1000 degrés passent entre le visage et le moule. Et c'est aux enfants à l'époque de faire attention de ne pas être trop près. La raison, c'est que lui est payé à la pièce. Donc plus il produisait, plus il gagnait de l'argent. Le gamin est brûlé, tant pis pour lui. La prochaine fois, il doit faire attention. Ou éventuellement, il y en a un qui attend pour prendre la place. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, on va travailler avec des moules en bois. Il faut imaginer que ce bois va être humidifié pour éviter qu'il prenne feu. Et ça va être le rôle de l'enfant. Une fois que le verre est dedans, le gamin referme. Mais avec la chaleur, le bois réagit. On a de la vapeur. Et si la vapeur reste à l'intérieur, ça fait pression. Donc on a des difficultés à souffler. La solution, ça va être de percer les trous dans le bois, on les voit bien sur les 2 qui sont ouverts, ce qu'on appelle les trous des vents. Mais à partir de la poussière, vapeur, chaleur ressortait, et c'est les gamins qui respiraient aussi. Quelqu'un va chercher le verre dont il a besoin dans le creuset, il se déplace. Alors pendant le transport, ça vous le verrez avec mes collègues, ils sont toujours en train de tourner la canne. On arrive, on monte le petit escalier, pied gauche, on appuie sur la première pédale, le moule en bois sort de l'eau, travail qui était fait par les enfants. On monte sur la machine, on place le verre dedans, et avec le pied droit, on ferme. Et là on peut souffler. Une fois que c'est soufflé, on relâche, ça s'ouvre, on ressort et on redescend. Et le moule retrouvera sa place dans l'eau à chaque fabrication. Avantage, plus d'enfants. S'il n'y a plus d'eau, fermée. Donc l'eau va rester fraîche quasiment tout le temps. Par contre, à l'époque des enfants, c'est des baquets qu'on va remplir et l'eau n'est pas changée régulièrement. Donc ces gamins recevaient des éclaboussures de chaude, voire bouillantes sur les mains, bras, torse, visage. Au poste de travail, il faut imaginer que ces gamins ressentaient un rayonnement dépassant les 55 degrés. Et fin 19e, on les considérait comme de la viande à feu. Et malgré les lois Ferry, c'est là où on voit que les patrons étaient très 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 malins, ils ont continué de faire travailler les enfants dans les verreries françaises jusque dans les années 40. Voilà. Et il y a un monsieur qui est décédé l'an dernier, qui aurait dû fêter ses 87 ans. Il a commencé à travailler en verrerie à l'âge de 10 ans. Ne sachant pas bien lire, pas bien écrire, il apprend le métier. 50 ans plus tard, la retraite. Et là, on lui fait comprendre que de 10 à 14, ça ne monte pas.
Dedans, ce qu'on appelle du calçant du Brésil. C'est du verre qui a été produit une première fois, qui éventuellement a un petit défaut, mais plutôt que de jeter, on en recycle avec accord du client. C'est lui qui décide si on en met ou on n'en met pas. Selon les accords, ça peut aller de 20 à 50% du poids total de la composition. L'avantage, on va économiser toutes les matières premières. La poudre est moins compacte, elle fond plus vite, donc gain de temps et d'énergie. On a deux moules différents, moule ébaucheur, moule finisseur, et ce sont deux moules qui se complètent. 4 ouvriers sont nécessaires. Le premier, c'est le cueilleur, donc quelqu'un de ferré, il va récupérer la pâte, il se tourne, parce que les machines sont au pied des fours. On a ici un presseur qui ferme. Le cueilleur se met au-dessus, il arrête de tourner, ce qui fait que la pâte descend, comme sur cette photo. Ah oui. Le verre descendant, le presseur appuie sur la pédale qui est au pied de la machine, et là, il fait remonter ce type de pointe, que l'on appelle le noyau. S'il ne le fait pas, ça traverse. Donc là, grâce à ma pointe, je bloque mon verre dans la partie centrale. Grâce à cette manette, j'aspire, ce qui fait que le verre descend dans la partie ronde de la pince, qu'on appelle le moule de bague. Et comme mon noyau est présent, je forme le col et l'ouverture. Ayant assez de matière, je coupe. Deuxième manette, cette fois-ci, j'injecte de l'air. Donc par petits à-coups, j'envoie de l'air comprimé, je lâche la pédale, le noyau se retire, l'air peut monter. Ce qui fait que je souffle vers le haut. Et donc j'ai inversé le travail du souffleur. Là, ma pièce est finie, je sors. Si je laisse cette masse chaude dans ce sens, ça s'écrase, donc on retourne. Et si on attend trop longtemps, ça va s'allonger. Donc comme c'est le presseur qui a la pince en main, c'est lui qui viendra la glisser dans le guide du finisseur. Là, j'ai mon démouleur qui prend le relais. J'ai une deuxième pince qui m'attend, je la récupère, je réintroduis, je referme. Les deux premiers recommencent, donc le troisième assure. On ferme le moule finisseur au son gravé décor et forme. Pression, injection d'air, ce qui fait que le verre intérieur va gonfler, se coller sur les parois. J'imprime les décors et je donne naissance à la forme. Donc il faut imaginer qu'au départ c'est à l'envers pour finir à l'endroit. Et là vous avez un petit moule pour les tours Eiffel. On va récupérer la production pour l'emmener en recuisson. Et là on va stabiliser les températures internes et externes du verre aux alentours de 5 à 600 degrés au départ. Ça va avancer tout doucement à l'intérieur. Et 1h30 à 3 heures plus tard, les objets ressortent à une quarantaine de degrés. Et le temps de recuisson va varier en fonction de la nature du verre, des épaisseurs. Et là, on va stabiliser les températures internes et externes du verre aux alentours de 5 à 600 degrés au départ. Ça va avancer tout doucement à l'intérieur. Et 1h30 à 3 heures plus tard, les objets ressortent à une quarantaine de degrés. Donc là, vous avez la représentation de la vallée de la Brenne. Donc le fleuve Fautier qui part de l'Oise pour arriver au Tréport. La forêt 2, qui s'étale sur quasiment 9300 hectares. Et tous les petits points présents sur la carte, en réalité, ce sont toutes les verries fermées. Les gros points, il y en a 7. Donc les 4 premières dont je vais citer les noms, ce sont Véressence, anciennement Saint-Gobain des Jonquières, qui est à Mersébin, pas très loin du front de mer. Vous avez Walter Sperger, alors qui n'est plus dans le centre-ville, mais à la sortie de Blangy, dans une nouvelle usine, tout en longueur en béton. Et ça, c'est l'ancienne verrie Walter Sperger. Et on a ici le dernier four à pot qui avait été utilisé. Et maintenant, il travaille avec ce principe de four-là, toujours pour le semi-automatique. Et donc, Pocher du Courval, qui a eu 400 ans l'an dernier, et les Veribros, qui ont un peu plus de 130 ans maintenant. Ces 4 entreprises réunies représentent à elles seules entre 70 et 75% de la production mondiale pour tout ce qui est flacon de parfum de luxe. D'où ce que vous allez voir de l'autre côté. La dernière créée, c'est EGD Pharma, qui a une petite dizaine d'années. Et à l'origine, elle est créée par Mercévin. Et on ne fait que du produit pharmaceutique. Par contre, là maintenant, c'est 2 propriétaires différents. On va faire tout ce qui est flacon à sirop, pilulier, pot à crème. C'est normal. Alors ensuite, vous avez Nipro, qui est à Aumale, qui fait du verre en tube étiré pour l'industrie pharmaceutique. Donc là, il faut imaginer que c'est un tube creux qui sort sur des dizaines de mètres. 1500 salariés. Derrière, si on ajoute les mouleries, les tris, les décors et autres, on est aux alentours de 10 000 emplois. Rien que pour notre région.
du blanc et de l'autre du bleu. Il va réchauffer. Alors là, il faut qu'il reste quand même bien concentré car pratiquement toutes les couleurs deviennent oranges parce qu'elles sont chaudes. Et par-dessus, il va venir rajouter des petits grains de couleurs différentes. Donc, il faut que ça de quel côté ils sont blancs, de quel côté ils sont bleus, pour mettre sa vache au bon endroit. Alors, avec la palette, il a placé bien les deux faces. Et avec un titi qui va venir faire un trou à l'intérieur de chaque côté. Petit tour de majorette. J'ai plus lâché de bâton. Et donc ça a permis d'allonger le verre de façon homogène. Donc là il a son décor, il va laisser refroidir un petit peu pour aller rechercher du verre transparent par-dessus. Par contre, là où il a fait les deux petits trous, le verre est passé liquide pour entrer à l'intérieur et donc ça va créer une bulle d'air de chaque côté. Bleu et jaune, blanc et turquoise. Donc il replonge sa masse de verre, recouvre le tout de transparent. Maintenant il a la quantité nécessaire. Il laisse volontairement désaxer les couleurs l'une sur l'autre pour créer une spirale de couleurs. Et avec la maillotche, qui est un outil en bois comme une grosse cuillère, il va commencer à arrondir et recentrer son verre. Puis il va continuer avec la mouillette, qui elle est seulement du papier journal imbibé d'eau. Et donc ça permet de travailler le verre avec la main, sans ressentir de chaleur ni se brûler, malgré qu'on peut avoir plus de 1000 degrés dans la main sans souci. Donc c'est vraiment un très bon isolant. Avec les fers, il va commencer à trancher pour marquer la séparation. Et donc pouvoir détacher. Il va continuer de donner la forme. Et donc vous avez peut-être pu remarquer qu'il a toujours la canne en rotation. Car si
les bonnes couleurs, hein, c'est encore très chaud. Là, le tout est encore bien orangé, car c'est chaud. Enfin, c'est un peu chaud. Quand ce sera froid, oui, mais là... Alors, c'est aussi beaucoup trop chaud pour le déposer tout de suite dans l'arche de réduction. Car si on le dépose comme ceci, avec son poids et sa chaleur, il va encore s'écraser et s'aplatir. Donc là, il faut attendre qu'il durcisse encore un peu, refroidisse, avant de pouvoir le mettre dans l'arche. Par contre, il n'est plus assez chaud pour se déformer tout seul, sans rien toucher. Thank you.